à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à votre émission Café Mort, les lundis à 21 h. Et comme nous sommes l'avant-dernier jour du mois de janvier, c'est encore pour moi l'occasion de vous souhaiter encore une fois une belle et heureuse année, la santé, la réussite, la prospérité et tout ça pour aller vers le bonheur. Ce soir, nous allons accueillir justement une femme qui œuvre pour ça. Malak Bellout, bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'être sur notre plateau et de venir nous parler de votre travail. Vous êtes coach certifié, c'est ça? C'est moi qui vous remercie de m'accueillir au sein de ces lieux qui nous permet justement de faire entendre notre message, comme vous le disiez tout à l'heure, à juste titre, pour partager justement la motivation vers la réussite et le succès, effectivement. Donc je suis coach certifié en développement personnel du professeur Richard Bandler. Et je remercie votre chaîne de m'accueillir aujourd'hui pour en parler et de bien d'autres choses, bien sûr. Alors on va surtout parler d'autre chose, de bien d'autres choses, puisqu'on va parler de votre engagement sur les femmes. Mais avant d'en arriver, pour les femmes, pour la réussite des femmes, réussir au féminin, comme je disais tout à l'heure. Mais avant de parler de ça, qui est Malak Bellout? Vous êtes né où? Vous avez grandi où? C'est quoi votre histoire un peu? Alors, mon histoire, on va dire que c'est l'histoire d'une franco-algérienne arrivée il y a plusieurs années après une première partie de son parcours universitaire en Algérie. Je suis issue d'une famille d'enseignants. Mon père et ma mère, les premières valeurs qu'ils nous ont inculquées, c'est justement l'amour du partage, la soif d'apprendre et puis ce besoin pour nous d'aider et d'écouter et de faire évoluer justement les personnes vers toujours une situation meilleure. Après mon arrivée justement dans le sud de la France, plus précisément la ville de Nice où je réside, donc j'ai commencé à vouloir déjà finir mon parcours académique qui était orienté plutôt dans les relations internationales, les sciences politiques et le droit international. Et puis par la suite, tout naturellement, j'ai envie de dire, issue d'une famille d'enseignants, je me suis dirigée aussi vers l'enseignement, puis vers la formation professionnelle. Et quand vous arrivez à satisfaire les besoins des gens sur justement ces deux axes-là, de l'enseignement académique et de la formation professionnelle, les demandes commencent à aller au-delà. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée justement à découvrir le milieu passionnant et le métier passionnant de coach. Alors avant de venir à ce milieu passionnant, vous êtes né où en Algérie, donc vous êtes né où? Oui, alors je suis originaire du sud de l'Algérie, je suis de l'Est et du Sud, donc je suis à moitié de Sétif et de la wilaya de Biskra, la porte des Ibans. Et j'ai fait mes études à la capitale, donc Alger, où il y avait à l'époque le seul institut de sciences politiques et de relations internationales. Alors comment ça se passe? Vous avez grandi, en fin de compte, vous avez grandi à Sétif ou à Biskra alors? Non. J'ai grandi à Sétif et puis j'ai fait mes études à la capitale, à Alger. Oui. Vous êtes montée à la capitale comme une jeune provinciale, quoi, c'est ça? C'est ça, c'est ça. À l'université, parce que donc après vous avez traversé la 8 années pour continuer vos études ou parce que vous êtes mariée ou non? Alors pour continuer. j'ai fait ma première partie du parcours universitaire. J'étais jeune bachelière, j'ai eu mon bac à 16 ans. Et mon père a vu le contexte de l'époque, on est dans les années 90. Mon père a voulu... Le début de la décennie noire. Voilà. Et c'est bien de le préciser parce que c'est pour ça que je vous en parle, parce que je sais que vous avez vécu le début de la décennie noire. Vous. C'est ça, c'est ça. Et mon père a voulu justement qu'on puisse... pour se préserver et se protéger, bouger vers et rester toujours fidèle au bassin méditerranéen. Et notre chute a été vraiment tout naturellement choisie pour être la région du Sud, la Côte d'Azur, parce qu'il y avait cet élément du soleil qu'on recherche. Et ça ne vous a pas échappé que nous sommes amoureux justement de ce bassin méditerranéen parce que le soleil nous unit en quelque sorte, outre la mer Méditerranée. Et l'olivier. Oui.
aussi. L'olivier nous unit à la Méditerranée. Oui, aussi. C'est des saveurs. En fin de compte, la Méditerranée, c'est beaucoup des saveurs, les mêmes fruits, les mêmes légumes, les mêmes senteurs. C'est à peu près, on y retrouve un peu les mêmes, les mêmes choses qu'on a sur les deux rives, quoi. On a beaucoup de points communs à partir justement de l'olivier qui représente justement ce symbole de la vie et de la paix qu'on retrouve sur les deux rives de la mer Méditerranée. Et j'ai continué sur la région de Nice ce parcours, tant académique que professionnel, puisque par la suite j'ai intégré surtout le milieu de la formation dans des établissements privés où j'ai eu l'occasion de former des centaines et des centaines d'étudiants justement à passer les concours d'entrée aux grandes écoles, chose que je fais toujours avec la même passion. Et j'espère que je continuerai à partager ce modeste savoir aussi longtemps que puisse me le permettre, justement. La vie. La vie. C'est normal, c'est la vie qui permet tout ça. Alors, Malak, mais comment quelqu'un qui est dans l'enseignement vient, c'est quoi le cheminement qui vous a amené à vous dire, tiens, je vais faire coach, je vais essayer de coacher les autres, parce que là, dans votre parcours, après on viendra à votre engagement, mais comment ça vous est venu, cette idée? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans les ressorts de votre vie pour que vous ayez envie de vous engager comme ça, avec appétence et volonté? Le coaching m'a attiré, on va dire, comme un aimant. Quand vous commencez par ce noble métier qu'est justement l'enseignement, vous côtoyez des enfants. J'ai longtemps été bénévole dans le tissu associatif niçois où j'ai aidé des enfants issus des milieux défavorisés qui souffraient, je n'aime pas le mot échec scolaire, je lui préfère difficulté scolaire parce que ce n'est qu'une transition. Et lorsque vous êtes en contact avec ces enfants-là qui m'ont beaucoup appris, qui m'ont beaucoup apporté au niveau de la nature humaine, vous côtoyez aussi les parents. Les parents n'ont qu'un seul objectif pour leurs enfants, c'est de les voir réussir. Eux aussi ont eu besoin à un moment donné qu'on les écoute, qu'on puisse transmettre certains de leurs attentes à l'institution pédagogique que représente l'école, l'inspection académique, etc. Et ma foi, encadrer des élèves, écouter des parents et négocier aussi avec l'institut pédagogique m'a fait me poser des questions pour dire au jour d'aujourd'hui, je suis allée au-delà de ma mission de professeur, au-delà de ma mission d'intervenante scolaire sociale. Qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à creuser justement ces aspects-là de mon nouveau métier et j'ai trouvé que, ma foi, ça s'appelait du coaching. Alors, donc votre foi, c'est pas une foi, c'est pas religieux, hein, c'est vraiment la foi, l'engagement, les convictions. Oui. Vous avez dit une subtilité qui me paraît, pas une subtilité, j'ai dit une subtilité de langage, oui, qui bascule et qui change tout. Quand on parle d'échec scolaire ou de difficulté scolaire, rien que cet élément de langage peut changer, tout changer dans le regard des gens. Tout à fait. Lorsqu'on se sent investi de la mission d'enseigner, de partager le savoir que nous-mêmes on nous a transmis, je remercierai éternellement mes parents de nous avoir invités dans la sphère noble de la lecture et de l'écriture. Je remercie aussi tous mes professeurs et tous mes mentors jusqu'au jour d'aujourd'hui, bien sûr. Mais j'ai envie de dire que ces enfants, on a mis sur eux une étiquette. Lorsqu'on leur dit tu es en échec scolaire, tu vas aller dans une classe Ulysse, et que tout le monde pense que Ulysse, c'est fait pour les enfants qui ont échoué, qui n'ont pas de compétences. C'est faux. Il ne faut surtout pas être dans le jugement ou dans l'étiquetage. Chaque enfant, chaque individu a un potentiel. Notre mission en tant qu'enseignant, formateur, intervenant, et plus encore en tant que coach, c'est de révéler justement ce potentiel à la personne qui est en transition. Chaque personne est en recherche de sa vraie mission et c'est à nous justement de la guider, de la conseiller avec bienveillance en tant que coach, en tant qu'enseignant et en tant que formateur. Alors, comment vous définissez, parce qu'il y a des gens qui utilisent le mot bienveillance à toutes les sauces, mais qui ne le mettent pas en œuvre. Comment vous définiriez, vous, la bienveillance et sa mise en œuvre, si je puis poser cette question?
Tout à fait. C'est une question qui vraiment me paraît être au jour d'aujourd'hui au cœur des débats et au cœur des réflexions sur justement l'évolution des mentalités de notre société. À l'ère de la mondialisation, les frontières disparaissent, la technologie est là, l'humain reste l'humain, une valeur sûre. La bienveillance, justement, c'est ce que la machine ne peut pas avoir envers vous, et que l'humain, qui plus est votre coach, va justement être mué et animé par cette volonté d'avoir de l'empathie envers vous, de vouloir vous écouter de manière active, neutre et sans jugement, et justement par la suite mettre en œuvre cette empathie, donc cette bienveillance, pour justement vous permettre de vous découvrir et de réaliser justement vos objectifs. Tout cela est un genre de contrat moral, une alliance entre le coach et son coaché. Alors, ça, mais donc vous, effectivement, aujourd'hui, vous faites ce métier, très beau métier de coach, hein, avec passion, ça s'entend quand vous en parlez, mais vous avez aussi un engagement personnel et collectif sur les femmes de la Méditerranée. Alors, c'est quoi cet engagement? Parlez-nous-en un petit peu. Écoutez, commençons par le commencement. Je suis franco-algérienne. Quand on est en Algérie, quand on est une femme, la première des valeurs qu'on vous apprend, c'est avoir de la volonté et surtout rester une résiliente. Quand vous arrivez et que la France vous adopte, vous avez de suite les normes d'excellence qui vous accueillent. Donc je dirais que j'ai eu la meilleure mixture entre la volonté, la résilience et puis l'excellence. J'ai toujours été sensible à la cause des femmes et très tôt, je me suis exprimée avec mes parents sur le fait que je voudrais vouer ma vie à aider les femmes à découvrir leur potentiel parce que les femmes ont un réel haut potentiel. Certes, dans les sociétés, il peut y avoir un plafond de verre, une chape de plomb, qu'elle soit issue des clichés professionnels ou de certains freins culturels, mais je pense que en soutenant l'action des femmes, surtout sur l'entrepreneuriat, un thème aussi qui me tient à cœur et qui va dans le droit fil de la création que j'ai faite du groupe Femmes Méditerranéennes Leaders, et à travers ce groupe, on voudrait justement toujours continuer à encourager la femme, l'entrepreneuriat, comment elle peut développer son leadership sur justement le continent africain. Et je pense que l'Union européenne a initié énormément d'initiatives dans ce sens. Et j'espère que la dynamique d'accompagnement Union européenne, continent africain, dans le sens de l'aide des femmes, va continuer justement à les pousser vers le meilleur. En tout cas, moi, je suis là au service des femmes. Alors, on a bien compris que vous avez utilisé des termes qui sont à développer, c'est-à-dire que vous avez parlé de résilience, vous avez parlé de potentiel. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que nos sociétés sont des sociétés qui sont plutôt axées sur le diplôme, et qui recherchent l'uniformisation, pratiquement, la taylorisation dans le travail, plutôt que des gens à fort potentiel ou qui regardent plutôt le potentiel et la résilience? Lorsque la théorie de Taylor a fait justement son apparition dans la gestion des organisations, à l'époque, ce système-là a très vite montré ses limites, s'est essoufflé. Dans les années 70, Mitzberg a justement introduit la notion de la conduite du changement à partir justement de la bienveillance qu'on a évoquée, et il a été démontré que si on veut inscrire justement l'organisation en tant que telle et l'entreprise plus particulièrement dans la pérennité, il fallait justement accepter le changement, travailler sur l'humain et le mettre au cœur justement de la dynamique, et cela passe justement par le pipeline de certaines valeurs comme la résilience, c'est-à-dire rester debout face aux difficultés, qu'il faut juste les accepter et les prendre comme étant des leçons, et faire des pierres que vous retrouverez sur votre chemin un pont, et non pas les percevoir comme des obstacles. Tout est question en fait de choix et de décision de changement. Enfin, vous faites à votre adage de « tout ce qui ne tue pas vous rend plus fort ». Tout à fait.
je suis en phase avec cet adage, effectivement. Donc vous êtes, et vous parlez, vous, de fort potentiel. Donc votre rôle à vous, en fin de compte, c'est de révéler les potentiels. Vous avez envie de révéler... Alors, pas aux gens, parce que le problème, souvent, quand on parle de potentiel, on a l'impression qu'on s'adresse qu'aux personnes, aux individus. Révéler les potentiels, c'est aussi dans le regard de l'autre. Donc on s'adresse à un système, à une société, pour leur dire, il y a des potentiels, regardez-les. Tout à fait. Lorsqu'on arrive dans des conférences ou dans des colloques internationaux et qu'on nous parle justement sur ce monde qui est en train de changer, sur la nouvelle technologie, sur l'intelligence artificielle, on est souvent tenté, en off d'ailleurs, de rappeler que certes, l'intelligence artificielle est là, qu'il faut l'accompagner pour ne pas la subir, qu'il faut être acteur et non pas être passif. Mais il faut rappeler aussi que sans l'humain, l'intelligence artificielle n'est rien. La vraie intelligence, c'est l'intelligence émotionnelle, celle dont est doté chaque individu. Quand je vais par exemple dans mon pays de naissance comme l'Algérie, là-bas j'ai une structure, un bureau d'affaires qui s'appelle Africa Business Solutions. On accompagne justement sur le volet de la formation, entre autres, en leadership, en communication d'influence. On accompagne des entreprises et des cadres dirigeants pour justement leur montrer que la voie est très simple. On prend la décision de faire un bilan sur soi, de savoir où on est, de faire justement un vrai diagnostic du contexte et du marché dans lequel on est en train d'évoluer, et puis surtout on les aide à se poser les bonnes questions. Au jour d'aujourd'hui, mondialisation, technologie, changement des paradigmes, vers où je vais aller? Elles sont où mes compétences? Comment les lister? Comment les mettre justement au service des objectifs que je dois justement ou que je veux réaliser? Outre la méthode classique connue, la méthode SMART, qui veut qu'il soit spécifique, mesurable, atteignable et justement timé pour se donner vraiment une date butoir, il est question aussi de convaincre que chacun de nous a les ressources nécessaires pour faire ce qu'il a envie de faire. Alors, dans votre sens, juste pour un peu d'anecdote pour faire sur un peu, un jour je faisais des émissions pour une autre chaîne d'économie, et un jour quelqu'un m'a dit, mais Akli, tu t'y connais en économie? Alors je vous rassure, pas plus que les autres, mais et ils m'ont dit, mais c'est quoi tes influences? Et j'avais répondu, Ami Saïd. Parce qu'Ami Saïd, c'est l'épicier du coin. Lui, il a compris que s'il achetait quelque chose à 1 euro et qu'il ne le vendait pas à 1,10 € ou à 1,20 €, ben, il perdait de l'argent. Et il a compris qu'aux mêmes horaires que les grands magasins, ils ne pouvaient pas vendre parce qu'il n'était pas capable d'acheter en gros pour pouvoir vendre. Et donc, il ouvrait beaucoup plus tard. Donc, il a organisé son système économique à travers sa petite épicerie. Donc, c'est quand même déjà un fort potentiel. Et ces gens-là n'ont pas fait d'études. Tout à fait. Autre anecdote qui me ramène justement à mon enfance avec ma grand-mère, qui a été une très grande source d'inspiration pour moi, une femme de caractère. J'ai tendance à dire pour ces femmes-là, elles n'ont pas un sale caractère, elles ont du caractère, c'est différent. Il y avait un sourcier dans le sud de l'Algérie, à Biskra, qui s'appelait Ammi Rabah. Et Ammi Rabah avait tout le temps cette petite branche avec laquelle il guidait les gens qui allaient creuser des puits parce que... qui voulaient trouver des sources d'eau pour leur troupeau. Et il savait justement mettre en valeur son savoir-faire et le monétiser, alors qu'il n'avait pas fait ni d'études de marketing, ni d'études d'économie. Donc, c'est surtout une question de confiance en soi. Et puis, connaître ce qu'on a entre les mains, accepter la critique, cette modestie, rester humble, et être toujours au service des autres. Alors pour vous, parce que vous avez parlé de changement et des femmes, c'est quoi en vrai le changement? Parce que les gens disent, ouais, les conduites du changement, mais j'ai l'impression que c'est un peu le fourre-tout, et on y retrouve un peu tout, et qu'en réalité, les gens veulent tout changer, sauf eux-mêmes. C'est vrai. Je suis souvent confrontée à cette question qui taraude les esprits, surtout des dirigeants, pour dire, écoutez, malgré le fait qu'on ait appliqué toutes les méthodes de management publiées dans la revue Management, dans la revue Harvard, on ne voit pas de résultats. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Et c'est là où, justement, je reprends la question, le mot-clé que vous venez de dire, revenir pour faire un travail sur soi. Une méthode peut être bonne dans un contexte A
est mauvaise dans un contexte B. Il ne s'agit pas justement de faire du copier-coller, il s'agit de comprendre les causes et les effets attendus pour justement adapter la solution, faire des préconisations, tester et ne pas avoir surtout peur de refaire. Il n'y a pas de honte à vivre un échec. Il faut surtout avoir cette volonté de se relever, d'apprendre et de toujours vouloir s'améliorer. Alors, c'est important. Il y a des gens, par exemple, ils veulent changer les choses et ils veulent tout raser pour recommencer à partir d'une page blanche. Est-ce que c'est possible ? Ma foi, tout raser sans avoir, j'ai l'habitude de le dire. Il faut toujours avoir justement cette modestie de dire « je critique ce que tu fais, mais avec une alternative ». Le plan B. On veut raser tout. D'accord. As-tu dans la main gauche les graines que tu vas semer après avoir tout rasé? Parce que j'imagine que tu as prévu, après avoir rasé, de semer, d'arroser, d'entretenir avec bienveillance pour voir quelque chose de meilleur pousser. J'imagine, du moins je le souhaite. Mais les gens qui veulent juste raser, je me pose la question sur la suite à donner. Voilà, tout à l'heure, on en parlait en aparté en rigolant. Je disais, les gars, ils n'ont pas de plan A, ils ont un plan A, mais ils n'ont pas de plan B, ni de plan C, ni de plan D. Par contre, pour planter, ça, on est sûr qu'on a souvent, qu'on les emmène dans le mur, ils nous emmènent dans le mur, c'est sûr. Hein. J'aime beaucoup cette formule, tu devrais la breveter. La breveter, non, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de gens qui sont en train de dire ça va pas, qui disent toujours tout va pas, et qui ne proposent rien, mais qui se proposent eux comme la solution. Est-ce que ces gens-là peuvent être des acteurs du changement ? C'est la coach qui va essayer de te répondre. Je reste quelqu'un de très positif par nature. Les personnes qui, justement, exposent cette posture un petit peu rigide, j'appelle ça de la culture vraiment sèche. Une graine qui est faite pour le sable, elle est faite pour le sable, et celle qui est faite pour la terre, elle est faite pour la terre. Mais sans eau, sans entretien, sans soin, il n'y aura rien. Des deux côtés. Des deux côtés. Donc le changement en tant que tel, c'est pas un simple mouvement d'un point A à un point B. C'est pas enlever ta veste noire pour mettre une veste blanche. C'est de dire au jour d'aujourd'hui, j'ai mis ma veste blanche, pourquoi je n'en suis pas satisfait? Je vais la changer. Qu'est-ce que j'en fais? Il faudrait toujours préparer justement la suite. La conduite du changement, c'est une implication, c'est un engagement. C'est d'ailleurs le thème du prochain article. Je collabore avec le magazine Aura qui est au service des femmes algériennes. Et justement, le prochain thème, c'est la conduite du changement, mais savoir se poser les bonnes questions, se concerter, choisir ensemble les actions à mener, faire un point en amont, pendant et après, et surtout accepter l'autre tel qu'il est et être pour le dialogue, surtout. Alors maintenant qu'on est revenu sur justement ces femmes de la Méditerranée, c'est quoi alors l'association? Donc elle se développe. Parlez-nous un peu de l'association, où vous en êtes là dans les actions à venir, etc. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore le statut d'association, mais on y travaille. Le groupe s'appelle Femmes Méditerranéennes Leaders. Ces femmes-là qui sont surtout orientées vers justement l'entrepreneuriat, que ce soit à l'import ou à l'export, et ce groupe-là qui veut attirer à lui des femmes leaders du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, parce que nous formons justement cette première ligne d'accueil de la Méditerranée pour les gens qui viennent du Nord, en l'occurrence les pays de l'Union européenne, et qui ont à cœur aussi de tendre la main pour continuer à travailler et à bâtir la société mondiale de demain. Ce groupe a pour mission d'aider les femmes qui sont soit déjà chefs d'entreprise, soit en création d'entreprise. C'est une chaîne d'entraide, on partage les mêmes valeurs et justement ce groupe a pour ambition de mener le plus loin possible les femmes méditerranéennes leaders, et je profite de ton émission pour inviter toutes les femmes du Maghreb à rejoindre ce groupe. Alors dans ces femmes méditerranéennes leaders, est-ce que vous prenez que les Françaises, les Espagnoles, les Italiennes, les Portugaises, enfin bref, tout le bassin méditerranéen? La Méditerranée, voilà, les femmes de la Méditerranée. Tout le monde est bienvenu. Hein. Tout le monde est bienvenu. D'ailleurs, pas que les femmes.
Pas que les femmes, hein, Pas les que hommes les femmes. aussi. Les hommes Ah oui. aussi ont leur côté féminin qu'ils peuvent laisser s'exprimer. Voilà, pour régler Et les ma foi, problèmes. quand ils le laissent exprimer, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc là, vous êtes aujourd'hui donc en construction, vous travaillez sur le coaching, et quel regard vous portez justement sur ces rapports nord-sud en tant que femme, le regard d'une femme sur les rapports nord-sud? C'est un regard plein d'optimisme et qui est très positif. On revient de loin. Au jour d'aujourd'hui, les technologies nous facilitent justement la communication. La barrière de la distance n'est plus. Et ce qui était avant dans l'histoire un transfert unilatéral nord-sud, au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on soit honnête envers nous-mêmes, on a des échanges nord-sud et sud-nord, que ce soit dans la compétence, dans la connaissance d'autrui, les voyages, le tourisme, l'interculturalité, justement, sont là pour favoriser ces échanges dans les deux sens. Et le groupe Femmes Méditerranéennes Leader et le coaching que j'opère auprès des femmes de tous bords, avec ma marque qui est My Best Coaching, aide justement à réduire les distances et à continuer à regarder dans le même sens, je l'espère. Ben, on l'espère aussi, mais parce que j'ai souvent le sentiment qu'il y a un regard un peu condescendant du nord sur le sud, des femmes du nord sur le sud, ou en tous les cas, les gens qui laissent transpirer ça, d'un air de dire on va vous expliquer le féminisme, alors que les gens ne connaissent pas, par exemple pour l'Algérie, puisque vous êtes originaire d'Algérie, la combativité de la femme algérienne. Tout à fait. Je pense que les gens qui ont ce discours un petit peu désuet sont une minorité. La majorité ont un discours bienveillant vis-à-vis de la femme. Le féminisme, il a eu un apport certain dans l'avancée des revendications faites à juste titre et de manière très légitime des femmes. L'Algérie en tant que telle est un pays jeune qui a beaucoup réalisé depuis son indépendance. Il est méconnu. Les femmes là-bas sont très courageuses et elles réalisent énormément de choses. J'invite les personnes qui ont justement cette méconnaissance de la femme algérienne de venir nous rendre visite en Algérie et de voir la valeur de la femme algérienne portée par l'homme algérien. L'homme algérien aide énormément au jour d'aujourd'hui la femme algérienne. Et si aujourd'hui elle est devenue chef d'entreprise, ministre et peut-être un jour président de la République, pourquoi pas, c'est grâce aussi au soutien d'hommes algériens bienveillants et ayant beaucoup de courage pour nous soutenir dans nos démarches. C'est un message à tous les hommes de la planète. En tous les cas, Malak, l'émission touche à sa fin. Vous avez vu, ça passe très vite. Oui. Je vous remercie d'être venu. Quel bon. message vous avez envie de dire? Alors, déjà, cette belle invitation au voyage, à l'ouverture d'esprit. Donc, on le retient. Donc, tout le monde est invité en Algérie. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire en conclusion de votre portrait? En conclusion de mon portrait, je vais rester vraiment moi-même tel que je le suis, comme tu m'as vu tout à l'heure en off. Le coaching est quelque chose, ce n'est pas une tendance, ce n'est pas un effet de mode. On a eu besoin des mentors durant l'histoire humaine, depuis Socrate et la maïotique jusqu'aux rois qui avaient leurs conseillers. Aujourd'hui, des PDG de multinationales qui se font accompagner. N'hésitez pas à faire appel à un coach qui est là justement pour vous guider. On apprend énormément à vos côtés et le coaching est quelque chose de passionnant, tant sur le plan professionnel, l'accompagnement de chefs d'entreprise, que sur le plan individuel pour révéler tout votre potentiel. Ben merci. Donc allez tous vous faire coacher ailleurs, mais en Algérie, c'est bien aussi. Donc merci Malak. Nous, on se retrouve lundi prochain avec un nouvel ou une nouvelle invitée. Je ne le dis jamais à l'avance, comme ça les gens découvrent, c'est un peu l'effet de surprise. Et comme je l'annonce sur mon Facebook le dimanche, vous savez qui on a le lundi. Donc merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Bon appétit pour celles et ceux qui ne sont pas encore passés à table. Pour les autres, passez une excellente soirée avec ceux que vous aimez. Bonsoir à toutes et à tous. Merci.